Bonjour Eric, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Eric, tu es sénateur communiste du Nord et tu es particulièrement investi dans l'analyse de l'évasion fiscale et le combat contre ceux qui la pratiquent. Tu as d'ailleurs écrit deux ouvrages sur le sujet aux éditions du Cherche Midi, Sans domicile fixe en 2016 et Milliards en fuite cette année. Justement, c'est de milliards en fuite dont je voudrais te parler. Après la fuite des Pandora Papers révélée ce week-end, elle épingle 300 responsables publics, 35 chefs d'État, 130 milliardaires. De quoi est-ce qu'on parle exactement, Eric? Eh bien, c'est une nouvelle enquête qui opère des révélations absolument fracassantes. Alors, j'ai fait le compte depuis l'affaire Cahuzac en 2013. Je crois qu'on en est à la 13e affaire. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais Paradise Papers, Panama Papers, Offshore Leaks, etc., etc. Donc ici, nouvelle affaire, Pandora Papers, enquête menée sur le fond par une équipe de 150 médias mondiaux. C'est le consortium international des journalistes d'investigation. Ils n'ont pas leur coup d'essai, ils connaissent bien la méthode. Ils ont travaillé sur 12 millions de documents émis par 14 sociétés et officines qui organisent ce que eux appellent l'optimisation fiscale, ce qui revient à dissimuler les capitaux et faire en sorte qu'ils échappent à l'impôt. Voilà, donc c'est un travail d'investigation de profondeur qui a été mené et révélé cette semaine dans Le Monde, en France et dans d'autres médias dans le monde. Alors, justement, tu viens de dire, il y a eu 13 affaires comme ça, 13 révélations depuis l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire depuis en gros une dizaine d'années. Comment un tel système, malgré cette succession d'affaires, peut continuer à perdurer? Ben, c'est le mot système que tu prononces, justement. On n'est pas dans un dysfonctionnement de l'économie libérale, de l'économie financiarisée. On est au cœur d'un système où tout l'argent, tous les argents se mélangent. On a dans les mêmes tuyaux de ces banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, en nombre, y compris les banques françaises, l'argent de la corruption, l'argent du commerce des armes, l'argent de la prostitution, des narcotrafiquants, et puis l'argent de l'évasion fiscale, des grands leaders politiques de ce monde, des milliardaires. Tout ça, ça tombe dans les mêmes caisses. Donc on a affaire à un système. Il y a des clients. On a eu des noms là cette semaine, DSK, Tony Blair et d'autres. Et on a des banques, on a des avocats fiscalistes, on les appelle les grands cabinets d'audit et de conseil, c'est leur nom. KPMG, Ernst Young, PwC, Deloitte. Ces gens-là s'ingénient à monter, à faire des montages d'optimisation, si j'emploie leur terme officiel, de langue correcte, c'est de l'évasion, c'est échapper à l'impôt et dissimuler dans les paradis fiscaux. Tout cela constitue une chaîne de responsabilité avec, malheureusement, des complicités, des grandes proximités avec des politiques de haut niveau, et puis qu'on retrouve alternativement à la tête de gouvernements, à la tête de certains États, et puis après dans les grandes institutions comme le FMI, la Banque mondiale, voilà, tout ça se mélange, et donc on défend des intérêts partagés. Est-ce que le problème de tout ça, c'est pas que c'est légal? En fait, c'est que cette optimisation fiscale, que nous on appelle fraude fiscale, elle est totalement légale. Est-ce que parfois il y a des gens, par exemple, qui sont condamnés? Là, on parle de 600 Français qui sont dans ces Pandora Papers. Est-ce qu'ils ont la moindre chance d'être condamnés? J'entendais Bruno Le Maire ce matin qui disait je serai intransigeant avec ceux qui fraudent le fisc français. Le problème, c'est que s'ils fraudent pas, bah, ils n'encourent absolument rien devant la justice. Et même ceux qui ont été convaincus de fraude fiscale, les exemples les plus emblématiques, c'est, je pense à Cahuzac, je pense à Balkany, c'est un bracelet à la cheville, quoi. C'est pas la prison. Non, je dis que ces gens aujourd'hui agissent en totale impunité. Alors au-delà des déclarations, des rodomontades de Bruno Le Maire qui se dit choqué, intransigeant, etc. Non, il faut agir, il faut frapper fort. Alors c'est sûr que l'optimisation a été aussi organisée par ce système libéral qui a produit des lois, effectivement, qui autorisent les grands groupes à échapper à l'essentiel de l'impôt. C'est ainsi que les groupes du CAC 40, par exemple, l'impôt société aujourd'hui en France est à 28%, objectif de le ramener à 25%, c'est le gouvernement qui annonce ça. La moyenne du taux d'imposition des groupes du CAC 40 est comprise entre 8 et 9%. Et ça fait des années que c'est ainsi. C'est le Conseil des prélèvements obligatoires qui l'a démontré il y a une dizaine d'années. Et c'est toujours le cas. Donc les très gros payent moins. Les artisans, les particuliers, les petits commerçants, eux, ne peuvent pas échapper au barème, à ce qu'ils doivent payer à l'État. Et donc, il y a une inégalité, il y a une injustice fiscale entre les gros contribuables et les plus modestes, quoi. Mais du coup, comment est-ce que tu fais
pour résoudre ce problème? Est-ce que, je lisais dans les mémoires d'un juge trop indépendant du juge voilà, Van Rubbeke, il écrivait: la lutte contre les paradis fiscaux, pour être efficace, ne peut être que mondiale. Il a Est-ce que raison. pour toi, il y a quand même des choses à faire au niveau national, ou est-ce qu'il faut juste que tout le monde se réunisse autour d'une table et qu'on prenne des décisions en commun? Il y a quand même des choses à faire au niveau Le national. problème est absolument mondial, toutes les enquêtes le démontrent, mais commençons par l'Union européenne. L'Union européenne ne reconnaît dans son périmètre aucun paradis fiscal. Là, on apprend dans les Pandora Papers cette semaine qu'un État comme Chypre est l'un des rouages de ce système d'évasion fiscale. Or, Chypre fait partie de l'Union européenne et Chypre ne figure pas sur la liste officielle des paradis fiscaux telle qu'elle est vue par l'Union européenne. Autre exemple, mardi, pas plus tard qu'hier, le jour où l'affaire éclate, l'Union européenne retire les Seychelles de la liste des paradis fiscaux, les Seychelles qui sont également citées dans les Pandora Papers comme l'un des autres rouages de l'évasion fiscale. Voilà, donc tant qu'on sera dans cette hypocrisie-là, il faut que le politique reprenne les choses en main. C'est une décision politique globale de dire, voilà, tel État ne joue pas le jeu, crée les conditions d'un dumping fiscal anormal dans un espace commun, censé être commun. Non, cette Union européenne a été construite par le libéralisme, tel qu'elle est conçue. C'est une idée magnifique. Mais là, on a créé un espace de concurrence sociale, fiscale, et qui perdure et qui prospère dans des proportions gigantesques. Donc déjà, il faudrait commencer par l'Union européenne. La France va présider le Conseil européen dans le premier semestre 2022. Ça fait partie de la question d'ailleurs que je pose cet après-midi au nom du groupe. Je vais interroger Bercy là-dessus, sur ses intentions, et on propose que cette question de l'harmonisation fiscale soit numéro un sur l'agenda à venir des 6 mois durant lesquels la France a présidé le Conseil européen. Voilà, une position concrète. Et dans ce contexte européen, la France peut jouer un rôle déterminant, pilote, moteur. C'est quoi exactement nos leviers à nous, à toi, enfin en gros une grande partie de la gauche qui dénonce cette fraude fiscale? C'est quoi nos leviers pour essayer de faire changer les choses? Toi, tu vas poser donc cet après-midi une question au gouvernement, mais on a l'impression que ça prend pas tellement dans la société. Par exemple, les médias n'ont pas fait grand cas Non. de ces Pandora Papers. J'ai l'impression qu'il y a une lassitude en fait. On a l'impression que de toute façon le système, enfin c'est comme ça, il y aura toujours de la fraude fiscale. On s'est habitué finalement à ce qu'il y ait de la fraude fiscale. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus le cas demain, pour qu'on soit toujours choqué en fait? Le levier principal, c'est l'intervention populaire, comme tous les sujets, effectivement. Tu as raison quand tu dis que ça provoque un peu d'émotion, un peu de mousse pendant 2-3 jours. Après, ça retombe, on revient au fonctionnement normal, entre guillemets, de la société, considérant que c'est une fatalité, qu'il y a toujours eu de la fraude, etc., etc. Et qu'à leur place, on ferait la même chose. Voilà le genre de choses qu'on entend. Il faut que ça devienne un sujet politique majeur, parce qu'il faut rappeler les enjeux. L'évasion fiscale, chaque année en France, selon des études convergentes, coûte entre 80 et 100 milliards d'euros au budget de la France. 80 milliards d'euros, c'est le déficit budgétaire constaté annuellement, hors pandémie. Je parle du budget de 2019, par exemple. On est toujours dans ces eaux-là, 75-80 milliards d'euros de déficit. Ce qui amène la France ensuite à emprunter cet argent pour combler le déficit sur les marchés financiers. Eux-mêmes qui organisent toutes ces scènes d'évasion. On marche sur la tête complètement. Donc l'enjeu financier, il est majeur. Il faut qu'un État, un gouvernement, un Parlement décrète l'urgence sur ce sujet, en fasse le sujet majeur pour récupérer des recettes, parce que là, on va nous rechanter le couplet de la dette à payer. Donc la retraite, il va falloir reculer l'âge de la retraite, l'allocation chômage, il a fallu la réduire. Bref, on va faire payer les mêmes. La dette publique, on va nous présenter la facture. Ben, il y a là de l'argent à nos portes, au Luxembourg, à Jersey, à Chypre, à Malte. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Ça, c'est l'Union européenne. C'est un choix politique et il faut faire monter la pression. Et le seul moyen de faire monter la pression, effectivement, il faut que les citoyens, c'est l'appel qu'on lance dans notre bouquin, là, engagez-vous à la fin. Si les gens ne s'emparent pas de ce sujet, comme un sujet politique majeur, effectivement, ça risque de durer un moment. C'est ainsi dans toutes les mobilisations. Le SMIC a augmenté en 68 en France, pas par la volonté d'un homme au sommet de l'État, parce que le peuple a dit on en a marre, on veut vivre mieux. Voilà, ce qui était considéré comme impossible avant, un jour devient possible par la volonté d'une majorité et d'un peuple.
Qu'est-ce qui fait que fondamentalement la droite au pouvoir actuellement, mais pas qu'elle, hein, la gauche même un peu auparavant, est tellement plus encline à lutter contre la fraude sociale, qui est bien moins importante que contre la fraude fiscale? Est-ce que c'est une question de défense des intérêts de classe, d'amitié, de peur de perdre de la compétitivité au niveau national? C'est quoi au juste pour toi? Pourquoi la droite défend en fait ses intérêts de classe des puissants dans l'évasion fiscale? Oui, c'est pas un gros mot que de dire que ce sont des intérêts de classe. Quand on voit les connexions, les grandes proximités entre là, les leaders politiques en fonction ou ex en fonction, Tony Blair, Gerhard Schröder et d'autres, qui ont rejoint des grands groupes économiques mondiaux après leur mandat politique dans l'État où ils étaient en fonction, ça montre bien qu'il y a une grande proximité. José Manuel Barroso, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui était à la tête de la Commission européenne il y a quelques années, quand il a cessé ses fonctions à Bruxelles, il a rejoint immédiatement Goldman Sachs, la plus grande banque d'affaires au monde. Donc cette proximité entre le monde de la finance et certains politiques est patente. Christine Lagarde, qui préside aujourd'hui la Banque centrale européenne, qui était précédemment directrice du Fonds monétaire international, a été à un moment aussi au sein du cabinet McKinsey, qui fait partie de ceux qui construisent ces montages d'optimisation fiscale. Voilà, c'est leur logique, c'est leur grammaire, comme dirait Macron, c'est leur philosophie. L'argent, toujours l'argent, et surtout ne pas payer d'impôts, ou le moins possible. Voilà, c'est le système libéral, on est au cœur du système libéral. Ils défendent les intérêts de ce monde-là. Voilà, c'est pour ça que ça n'avance pas. Et si en face, il n'y a pas un peuple conscient, déterminé et volontaire pour casser ce système, parce qu'on est en phase d'un phénomène systémique, voilà, ça peut durer longtemps, effectivement. Ça peut durer longtemps. J'ai une dernière question, Éric. Tu es communiste et tu soutiens la candidature de Fabien Roussel dans l'élection présidentielle à venir. Quelle voix il représente, Fabien Roussel, pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire être communiste en 2021? Et surtout, est-ce que tu penses que cette candidature communiste a des chances d'exister réellement dans le concert tonitruant de la politique actuelle? Moi, je pense que c'est une chance pour la gauche qu'elle existe. C'est une chance pour la gauche qu'elle existe. On n'existe pas pour nous-mêmes, les communistes, mais on ne peut pas imaginer une gauche en France sans sa composante communiste et une composante communiste qui pèse, qui rayonne, qui a de l'influence. Voilà, on a passé des années compliquées, mais on est là. Moi, je suis effectivement en soutien total de la candidature de Fabien Roussel, pas pour lui-même, mais parce qu'il fait partie de ceux, je pense même qu'il soit le seul, à porter les sujets qu'on vient d'évoquer. L'évasion fiscale, il en a fait son cheval de bataille quand il a été élu député dès 2017. Il a porté des travaux là-dessus. On est complètement en phase. On a souvent échangé sur le sujet. Moi, que ce sujet de l'évasion fiscale soit porté haut dans cette campagne, et c'est ce qu'il fait depuis le début, me satisfait pleinement, parce que justement, on déplore que ça soit pas assez sur la table, dans le débat public. Il faut que ce sujet soit en permanence dans le débat public, et pas seulement à l'occasion de révélations fracassantes que la presse fait et qu'il faut saluer. Moi, je salue le travail des 150 médias mondiaux qui ont exploité 12 millions de documents. J'aimerais bien que Bercy et les finances publiques aient les moyens de faire ce travail et la volonté politique de le mener. C'est à l'État de mener ce travail. Chapeau pour les journalistes. Donc, qu'ils portent ce sujet-là dans la campagne présidentielle, ça me va très bien. Qu'il y ait une présence des communistes dans la campagne présidentielle, ça me paraît essentiel pour éviter d'avoir une gauche qui capitule à un moment donné, qui renonce. C'est sûr qu'on est en face de quelque chose de très gros. Ce système libéral a marqué des points. Il tient tout, les idées, les grands médias, la bourse, les entreprises. Le système est tenu et géré par ces gens-là. Ben, il faut en contester leur domination. Ça passe par la voie des communistes, pas seul, parce qu'on a vocation à rassembler. On n'existe pas pour nous-mêmes, encore une fois. Tout au long de notre histoire, on a contribué au rassemblement des forces de gauche pour changer cette société, parce qu'on n'est pas en face d'une situation fatale et définitive. C'est un combat permanent à mener, que l'on soit à l'entreprise, dans les quartiers, dans un ministère, au Parlement comme ici, ou à l'Élysée, idéalement. Voilà. Mais même avec tous ces outils en main, imaginons demain une majorité progressiste large à la tête de ce pays. Dès le lendemain, la bataille commencerait contre les marchés financiers qu'on vient de décrire là. Eh Voilà. bien, donc une candidature indépendante, mais de rassemblement. Merci beaucoup, Éric. De rien.